Bienvenue à tous à la prochaine session. Nous allons maintenant parler des tumeurs cérébrales. Et pour cela, je suis ravie d'avoir avec moi Sarah Dumont qui va en parler. Et ensuite, nous aurons les tumeurs ORL. Sarah, à toi. Eh bien, bonjour tout le monde, c'est avec grand plaisir que je vous présente les résultats de l'ASCO, qui est d'habitude un congrès assez pauvre en matière de tumeurs cérébrales, mais cette année, on a vraiment beaucoup de chance. On a l'essai Indigo qui a été présenté et qui a fait le double exploit, à la fois d'avoir un présentateur éponyme quasiment de l'étude, mais également de faire une plénière à l'ASCO, et je peux vous dire que ça date de plusieurs années. Donc il s'agit d'une étude de phase 3 randomisée en double aveugle internationale qui s'intéresse au gliome de grade 2 IDH muté et qui teste un anti-IDH1-2, le voracidenib. Donc en fait, dans les gliomes de grade 2 IDH muté, vous savez qu'on a deux attitudes. Donc c'est des maladies de très lentement évolutives qui touchent le sujet jeune. Et on peut discuter une attitude de wait and watch, c'est-à-dire vraiment suivre le patient s'il n'a pas de critères de progression rapide après une chirurgie première. L'autre alternative, c'est d'aller sur de la radiothérapie et de la chimiothérapie, mais c'est des patients qui sont jeunes, qui vont avoir une espérance de vie qui se compte en années ou en dizaines d'années et qui peuvent avoir la toxicité. Du coup, on essaye de différer au plus possible ce genre de thérapie. Donc en fait, les patients qui étaient inclus dans cette étude n'avaient pas de nécessité immédiate à faire de chimiothérapie ou de radiothérapie. Et surtout, c'était des maladies sans prise de contraste pour être vraiment sûr que ce soit des patients qui n'aient pas de maladies agressives, sans symptômes notamment. Il fallait que la chirurgie ait lieu il y a 1 à 5 ans. Et donc c'était une étude qui était randomisée en double aveugle, qui était notamment stratifiée sur le statut 1P19Q. Vous savez, dans les maladies IDH mutées, lorsqu'on est 1P19Q muté, on a un meilleur pronostic. On est des oligodendrogliomes, en fait. Et c'était également stratifié sur la tumeur résiduelle, c'est-à-dire le reliquat tumoral après la chirurgie. Donc tous ces patients-là avaient été opérés dans les 1 à 5 ans et ils étaient randomisés entre voracidenib et placebo. L'objectif principal, c'était la PFS, la survie sans progression, et les autorités de régulation ont demandé à ce qu'on fasse un autre objectif secondaire qui était le temps jusqu'au prochain traitement oncologique. Voilà, différer le traitement oncologique, comme je vous ai expliqué. Il y avait 3 analyses qui étaient prévues, une analyse en futilité qui a eu lieu en janvier 2022, une deuxième analyse en futilité et supériorité, et une troisième analyse qui finalement n'a pas été faite, car la deuxième analyse, l'analyse intermédiaire, a conclu à la supériorité et on a fait une levée d'aveugle en mars 2023. Alors les résultats, d'abord les caractéristiques patients. Ce qu'on peut dire surtout que c'est des patients très jeunes, enfin voilà, 40 ans en moyenne. On peut aussi voir que le temps par rapport à la chirurgie était de l'ordre de 2 ans et demi dans les 2 bras. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que quand même le reliquat tumoral était pour 80% ou plus de ces patients supérieur à 2 cm. Donc c'était quand même des maladies qui étaient bien présentes, bien visibles. Donc ça inclut extrêmement vite en fait cette étude, ce qui est étonnant pour des maladies quand même qui sont assez rares. En 2 ans, c'était réglé. Il y a eu 70 centres et 10 pays qui ont inclus. Il n'y a pas eu de décès, mais en même temps, le follow-up était très court. Un suivi médian était de 14 mois. Et ce qu'on peut dire, c'est que déjà, on a constaté 14% de progression dans le bras voracidenib, 36% de progression dans le bras placebo. Et parmi les patients qui ont été sous placebo, il y a eu 52% de crossover. Donc, en termes de PFS, c'est absolument clair. Hein. On voit vraiment un delta très important avec 28 mois de PFS pour le bras voracidenib et quelque chose comme 11 mois dans le bras placebo, avec un hazard ratio très bas, un petit P très significatif. Et dans le critère secondaire, qui est le temps jusqu'à la reprise du traitement oncologique, on voit que cette durée médiane n'est pas atteinte dans le bras voracidenib et qu'elle est de 17 mois dans le bras placebo. Et en fait, ce qui est peut-être encore plus parlant, c'est le taux de patients qui n'ont pas repris un traitement. On est à plus de 80% de patients qui n'ont pas repris un traitement à 2 mois dans le bras voracidenib et versus placebo. Alors, pas repris un traitement, ils prenaient quand même le voracidenib. Hein. On dit pas de traitement oncologique, mais c'est un traitement oncologique quand même.
Dans ce qui est dans les sous-groupes, de l'analyse en sous-groupe, clairement, on a quelque chose de tout à fait positif. Peut-être les choses à noter, c'est la stratification qui était vraiment le plus important, c'est-à-dire la codélétion AP19Q. On voit que quel que soit finalement le sous-type, que ce soit un astrocytome ou un oligodendrogliome, on avait quelque chose qui était positif et bénéfique, pas spécialement plus dans l'un que dans l'autre. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, le reliquat tumoral était quand même important. C'est-à-dire, plus le reliquat tumoral était là, et plus on avait une importance. On a l'impression d'avoir beaucoup moins d'action lorsque la chirurgie était complète. Au niveau de la toxicité, on est quand même sur une toxicité qui n'est pas négligeable, quand même, pour un traitement qu'on est censé prendre sans limite de temps, finalement. On est sur 22% de grade 3 dans le bravoracidénib, avec quand même 30% de patients qui ont dû faire des interruptions de traitement, mais finalement très peu de patients qui ont vraiment arrêté le traitement pour de bon. Donc, en conclusion, on a vraiment une étude qui est très belle étude, qui est positive pour les patients qui, donc je le répète, n'ont pas besoin de traitement oncologique d'emblée, ont une tumeur de plus de 2 cm, ont des grades 2, quel que soit le sous-type histologique entre astro et oligo. Finalement, on a enfin un traitement adjuvant dans les tumeurs cérébrales, même si ça correspond à très peu de patients. Et aussi, la chose importante à dire, c'est que quand même, c'est quelque chose qui s'adresse finalement aux chirurgiens, parce que c'est des patients qu'on ne va pas voir spontanément, ils vont être suivis par les chirurgiens, qui nous les adresseront que quand ils ont besoin de traitement oncologique. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à passer. Et puis maintenant, on se pose la question de qu'est-ce qu'on a comme association possible ? Est-ce que la radiothérapie peut être associée ? Est-ce que les grades 3 peuvent avoir un intérêt ? Sinon, pas de prise de contraste et pas de symptômes. Et vraiment, ça fait un grand plaisir d'avoir enfin quelque chose qui va probablement impacter la survie globale. On n'a absolument pas ces chiffres, vous voyez, parce que déjà, ce n'était pas l'objectif principal. Déjà, il y a un crossover, mais quand même, on est sur quelque chose qui change complètement la prise en charge. Ça fait du bien à voir. Et peut-être juste un mot sur une autre étude, vous savez, c'est sur le glioblastome, qui est par contre une maladie beaucoup plus fréquente. Cette étude Eternity, c'est une étude qui s'intéresse aux longs survivants. En fait, dans le glioblastome, contrairement finalement au bas grade, on a des personnes qui semblent ne pas rejeter. En fait, on a des longs survivants. Et donc, c'est une étude qui regroupe 80 patients et qui s'intéressait au glioblastome de plus de 5 ans. On en a tous beaucoup, mais finalement, sur le nombre de patients qu'on suit, ça en fait très peu. Alors, on n'est pas étonné, parmi ces patients-là, on a 74% de ces patients qui sont MGMT méthylés, et on savait que c'était des populations qui étaient enrichies en patients particulièrement sensibles au T-modal. Dans les résultats qui sont intéressants et assez étonnants, c'est que la qualité de la chirurgie n'a pas l'air de sortir comme un facteur pronostic en fait, pour être d'un long survivant. Et l'autre chose, c'est que finalement, parmi ce groupe de longs survivants, on n'a pas particulièrement plus de MGMT méthylé, même si c'est enrichi. Et enfin, quelque chose de pas très étonnant, le nombre de rechutes, c'est vraiment un facteur important. C'est-à-dire que si on n'a jamais rechuté, ou une seule fois, on a beaucoup plus de chances d'être un long survivant. Et puis je vais juste terminer en félicitant les patients. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ces résultats-là. Merci pour leur bravoure. Et puis on a envie de trinquer avec des bulles. Alors peut-être de l'eau pétillante, parce que vraiment le traitement antiépileptique, c'est pas recommandé avec l'alcool. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Sarah. Peut-être juste une question très rapide. Dans Indigo, puisqu'il y en avait quand même 80% qui avaient plus de 2 cm, est-ce qu'on a eu des diminutions en taille des tumeurs sous traitement ? Alors, c'est vraiment beaucoup plus de stabilité que de réponse partielle, mais il y en a. Il y en a quand même pas mal, mais ce n'est pas la majorité. On est plutôt sur de la stable disease. Est-ce qu'il y a des questions ? En tout cas, bravo. Désolé, avec le spot, je ne vous vois pas. Merci Sarah pour cette présentation extraordinaire. Je voudrais faire 2 commentaires, une question. Premier commentaire, on a à Gustave aussi 2 experts d'IDH1 qui sont 2 botons en hématologie, qui jouent un rôle fondamental, et un petit interne qui n'est plus ici, qui est Mehdi, qui a signé ce papier d'Indigo et qui est neurologue actuellement et qui a fait son temps au DITEP, où il a été extraordinaire. Et ça, c'était mes commentaires. C'était pour honorer des gens qui sont bons à la maison. Et ma question est la suivante, et vraiment je ne sais pas la réponse, est-ce qu'il s'agit de la première molécule que le laboratoire français développe actuellement, Servier, ou pas? Parce qu'ils en ont un, IDH1. Alors il y a aussi l'ivosidenib, et pas seulement le voracidenib, qui a été développé. C'est aussi Servier, si, tout à fait. Alors bravo, vous voyez, il faut quand même féliciter un peu de cocorico, et les gens très bons en France, et puis le laboratoire qui, depuis 40 ans, il n'y avait aucune présentation de labo français d'enregistrement. Merci.
Merci. Et à nouveau, bravo. Enfin, une étude positive. New England Journal. Très bien. On va maintenant passer aux tumeurs ORL, donc l'update de ASCO 2023. Et je suis ravie d'avoir Caroline Even, qui va nous présenter un petit peu ce qui était positif et nouveau à l'ASCO. Merci. Merci. Donc on passe au cancer ORL. On verra trois thématiques, les UCNT et l'arrivée des anti-PD1 en localement avancé. Dans les carcinomes épidermoïdes récurrents métastatiques, on verra les avancées en termes de vaccins thérapeutiques, en termes d'anticorps bispécifiques, et puis une étude française Freil-Immune. Et puis après, parce que j'aime bien ça quand même, on parlera un peu des glandes salivaires. Donc, dans le CAVOM, il y a 2 essais qui essayent d'évaluer la place d'un anti-PD1, donc le sintilimab ou le pembrolizumab, en concomitant avec la chimiothérapie d'induction par celle de platine gemcitabine, puis avec la radiothérapie et en adjuvant ensuite. Donc il y a un premier essai, l'essai Continuum, qui était un essai randomisé de phase 3 pour les CAVOM, donc localement avancés, stade 3 ou 4A. Et puis un deuxième essai, l'essai NeoSpace, là qui n'est pas randomisé, mais qui évalue l'immunothérapie dans le même type de séquence sur des stades un peu plus avancés qui sont les stades 4A. Donc les résultats de l'essai Continuum sont positifs avec le bras standard avec un taux de 2FS à 3 ans à 76% et 86% pour le bras avec l'anti-PD1. Par contre, l'essai NeoSpace n'atteint pas son objectif principal et on voit que là, la PFS à 2 ans, elle est bien inférieure avec 70% de taux de PFS à 2 ans. Alors je rappelle, dans NeoSpace, les patients, c'est plutôt des stades 4 alors que les autres, c'était des stades 3 et 4. Donc une population un peu différente. Mais si on met ça en balance avec l'essai qu'on connaît qui a rendu l'induction en standard, donc gemcitabine cisplatine, vous voyez que dans l'essai avec Continuum, donc avec le sintilimab qui est positif, on voit finalement que le taux de FS à 3 ans n'est pas meilleur que dans le bras gemcitabine. Donc en fait, ils ont dans cet essai-là Continuum un bras standard qui est plutôt inférieur à ce qu'on avait comme données. Voilà, donc ce qui pose des questions et il faut attendre d'autres essais de phase 3 avec un anti-PD1 pour confirmer ou non la place des anti-PD1 dans cette indication. Après, on passe aux carcinomes épidermoïdes récurrents et métastatiques. On se place chez les HPV+, et donc des données avec un vaccin peptidique qui cible les protéines E6 et E7 qui sont les protéines oncogéniques. Donc on voit qu'on a des taux de réponse qui sont aux alentours de 25%, un taux de contrôle de la maladie qui est assez important. Chez des patients, 50% avaient un CPS supérieur ou égal à 20, ce qui est un peu plus qu'habituellement. Mais surtout, on a des taux de PFS très intéressants puisqu'on a une PFS à 10 mois. Alors qu'habituellement, dans une population, alors pas HPV+, mais toute population, vous êtes à 2 mois de PFS avec de l'immunothérapie seule et une survie globale. Vous voyez le taux de survie globale à 12 mois qui est à 87%, qui est important même pour une population HPV+. Donc c'est une petite cohorte, 34 patients, mais clairement pour moi, l'avenir chez les HPV+, c'est la vaccination thérapeutique, donc on attend les essais randomisés. L'autre molécule intéressante, c'est l'anticorps bispécifique EGFR TGF-bêta, donc évalué chez patients récurrents et métastatiques. On voit c'est aussi une phase 2, c'est une phase 1-2 avec une petite population, 33 patients. Les effets secondaires, vous avez un anti-EGFR, donc on a des toxicités cutanées et il y a quelques saignements au niveau buccal. Pour rappel, il y avait eu un anti-TGF-bêta et anti-PD1 de Merck qui avait aussi été évalué. On avait une alerte un peu sur les saignements, donc à suivre quand même la question des saignements. En termes de taux de réponse, on est à 45% de réponse partielle et 3% de réponse complète dans toute la population. Et si vous regardez la sous-population des HPV neg qui sont en bleu, on voit qu'on arrive à des taux de réponse encore plus importants, avec 80% de taux de réponse. Alors la population toujours est petite, on a 10 patients, mais 80% chez les CPS supérieurs à 20 et 50% chez les CPS entre 1 à 19. Pour mémoire, avec du pembrosol, dans cette population, vous avez maximum 25% de taux de réponse.
Après, pareil, avec précaution, parce que sur la molécule un peu pareil qui ciblait le TGF-bêta, on était plus actif chez les HPV+, là on est plus actif chez les HPV neg, donc on attend des données sur des cohortes plus importantes, mais ça paraît intéressant et il faut donc suivre cette molécule. Le dernier essai, qui est l'essai du groupe coopérateur, qui est l'essai Frey-Limune. Donc vous savez qu'avec le Pimbro, quand on veut mettre de la chimiothérapie, on est au sel de platine 5-FU. On n'est pas très fan du 5-FU, donc l'idée, ça serait d'essayer de le remplacer par un taxane. Donc là, ça évaluait le carboplatine, le paclitaxel et le durvalumab pour 4 cycles, et puis durvalumab en maintenance, chez une population classée comme fragile, donc inéligible aux cisplatines, essentiellement par l'âge, par la clairance et par les comorbidités. Et on voit des taux de réponse, pareil, très intéressants, puisqu'on est à 70% de taux de réponse et 7 réponses complètes, une PFS à 7 mois. C'est pareil, quand on est avec Pimbro plus chimio, on est plutôt à 4-5 mois, 5 mois de PFS et une durée de survie, un taux de survie à 1 an qui est à 63% chez une population fragile. Après, c'est la question, est-ce que c'est vraiment une population fragile ou uniquement inéligible aux cisplatines, ce qui n'est pas forcément exactement la même chose. Donc pareil, à suivre le développement des taxanes avec l'immuno. Et puis on passe maintenant aux glandes salivaires avec une étude intéressante, même si c'est une petite population, donc chez les patients traités par trastuzumab deruxtecan. Donc vous voyez, c'était une étude multicohorte, mais il y avait une cohorte de glandes salivaires détectée. Donc l'amplification de HER2 était détectée sur l'ADN plasmatique circulant. Alors on ne voit pas bien, mais la cohorte glande salivaire, elle est au milieu et on a 7 répondeurs sur 7 patients. Ça fait partie quand même après, ça fait partie de la cohorte, une des cohortes les plus importantes. Donc c'est quand même si c'est une tumeur rare, c'est une pathologie où on a pas mal d'amplification HER2. Et vous voyez dans les courbes, c'est les courbes bleues où en fait on a des réponses et qui semblent assez durables. Donc vraiment une molécule intéressante pour nos patients. Et puis le dernier, sur lequel on avait pas mal d'espoir, c'était l'utilisation du lutécium 177 couplé au PSMA dans les carcinomes des glandes salivaires récurrents métastatiques. Là, vous avez 2 cohortes. Les carcinomes canalaires salivaires qui partagent des caractéristiques communes avec les cancers de la prostate. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de l'évaluer. Et puis une cohorte d'adénoïdes kystiques. Et finalement, on voit que quand déjà on sélectionne avec le PET-PSMA, dans les carcinomes canalaires salivaires, il y en a peu qui fixent et qui sont éligibles au traitement. Et puis après, quand on les traite, c'est un échec. Un peu plus de réussite dans les adénoïdes kystiques, mais quand même peu de taux de réponse. Voilà, donc plutôt, on n'a pas tellement envie de poursuivre avec ce traitement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup de choses quand même. Des résultats préliminaires, mais beaucoup de résultats. Moi, j'ai une question dans les glandes salivaires. Combien de patients doit-on screener pour identifier un patient avec une amplification sur du ctDNA ? J'ai pas. À peu près, mais c'est genre 40% Alors ou c'est 1%? Nous, on le fait pas en routine. Après, dans les glandes salivaires, c'est quand même des sous-types particuliers. C'est les carcinomes canalaires salivaires. Donc, dans ceux-là, si on regarde pas en ADN circulant, on a 30% à peu près des patients qui sont HER2 positifs. Donc une fois qu'on a la bonne histo, quand on les screen, c'est significatif, oui, quand même. Est-ce qu'il y a une question sur les cancers ORL ? D'accord, écoutez, en tout cas, à toutes les deux, merci beaucoup d'avoir apporté ces résultats. Et je pense que la prochaine session, je n'ose me prononcer, donc on verra.